Ma femme a fait ses bagages pour aller rejoindre celui qu'elle appelait l'homme de ses rêves. Lorsque je l'ai confrontée, elle s'est contentée de sourire d'un air moqueur et m'a dit de m'y faire. Alors, c'est ce que j'ai fait, et plus tard, elle a découvert qu'il n'existait même pas. Maintenant, tout dans sa vie est en train de s'effondrer. Je m'appelle John. J'ai 38 ans et je travaille comme gestionnaire de projet pour une entreprise de construction de taille moyenne, à San Francisco. Mes journées sont structurées autour de dates limites, d'inspection de chantier, et de la gestion d'équipe qui ne tolère aucune confusion. J'accorde une grande valeur à l'ordre, à la prévisibilité, et à une communication claire. Ma femme s'appelle Linda. Elle a 35 ans et travaille dans le marketing numérique pour une start-up technologique, en plein centre-ville. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et ensemble depuis 9 ans. Nous louons un appartement de 2 chambres dans le quartier de Soma. Pas d'enfants. Nous partageons les dépenses équitablement, et nous maintenons des cercles sociaux pour la plupart séparés, à l'exception de quelques amis communs que nous voyons occasionnellement. Jusqu'à récemment, j'aurais décrit notre mariage comme fonctionnel, mais tendu. Ce n'était pas explosif, mais simplement, constamment sous pression. Linda s'est toujours considérée comme quelqu'un de direct. En pratique, cela signifie généralement qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tête, sans le moindre filtre. Au début de notre relation, j'ai confondu cela avec de l'assurance. Avec le temps, j'ai commencé à ressentir cela davantage comme du mépris. Pourtant, nous nous en sortions. Je ne suis pas passif, mais je ne cherche pas non plus l'escalade, à moins qu'il n'y ait une raison valable. Il y a environ 4 mois, elle a commencé à dire qu'elle s'ennuyait. Elle n'était pas malheureuse, selon ses dires. Juste ennuyée par la ville. Ennuyée par la routine, et lassée de me voir satisfait par un travail stable, au lieu de courir après des titres plus prestigieux ou de lancer ma propre entreprise. Elle disait que San Francisco récompensait ceux qui prennent des risques, et que j'étais, quant à moi, beaucoup trop confortable. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait changer. Elle n'a jamais donné de détails précis, se contentant de commentaires vagues sur le fait qu'elle méritait mieux. Puis, un soir, elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne. Elle le décrivait comme l'homme de ses rêves. Un fondateur d'entreprise prospère. Vivant à l'étranger, un visionnaire. Selon elle, il comprenait son ambition d'une manière que je n'avais jamais comprise. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a souri avec mépris, et m'a dit de m'y faire. Je suis resté calme. Je lui ai dit clairement que, si elle avait l'intention de poursuivre quoi que ce soit de romantique avec quelqu'un d'autre, nous devions discuter d'une séparation, comme des adultes. Elle a levé les yeux au ciel, en disant que je réagissais de manière excessive et que j'étais peu sûr de moi. 2 semaines plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé 2 grandes valises ouvertes sur le lit. Elle pliait ses vêtements méthodiquement. Son passeport était posé sur la commode, juste à côté de son ordinateur portable. Je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu qu'elle prenait l'avion pour aller le rejoindre. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle annonçait un simple voyage d'affaires. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle croyait réellement qu'elle s'apprêtait à entamer une vie meilleure. Et quand je l'ai confrontée sur le fait de quitter son mari pour un homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne, elle s'est contentée de sourire et de dire que je finisserais par comprendre. J'ai compris, en effet, mais pas de la manière qu'elle espérait. Je n'ai pas essayé de l'arrêter physiquement. Je n'ai pas caché son passeport, ni annulé son billet. J'ai posé des questions directes, puis, je l'ai laissé faire son choix. Quand j'ai vu les valises sur le lit, j'ai demandé exactement où elle s'envolait, et pour combien de temps. Linda a répondu, Barcelone. Elle a précisé qu'il lui avait réservé un billet aller simple. Elle a dit
qu'elle resterait dans un hôtel pendant la première semaine, avant d'emménager dans son appartement à lui. Elle décrivait la situation comme un mélange d'opportunités de carrière et de romance. Je lui ai demandé si elle l'avait déjà rencontré en personne. Elle a dit non, mais qu'ils avaient passé des heures en appel vidéo. Elle a ajouté qu'il l'avait déjà présenté à quelques-uns de ses contacts d'affaires, en ligne. Elle affirmait que je me sentais menacé, parce qu'il était ambitieux et international. Je lui ai dit calmement que, si elle montait dans cet avion, notre mariage serait terminé. Pas une pause. Pas une séparation d'essai. Terminé. J'ai expliqué que je contacterais un avocat et que j'entamerais la procédure formelle immédiatement. Je ne financerai pas sa transition, et je n'attendrai pas qu'elle teste une autre vie pour revenir vers moi, si jamais. Elle était déçue. Elle a souri de cette manière crispée qu'elle a lorsqu'elle pense avoir gagné. Elle a dit que j'étais trop réticent au risque pour passer réellement à l'acte. Elle a ajouté que je me calmerais une fois que je verrais à quel point elle était heureuse. Je n'ai plus argumenté après cela. Au lieu de cela, j'ai relu notre bail. Nos deux noms y figuraient, mais le contrat arrivait à échéance dans 4 mois. Nos comptes bancaires étaient pour la plupart séparés, à l'exception d'un compte pour les dépenses communes. J'ai transféré ma part pour les factures à venir, et j'ai tout documenté. Non. Pas par vengeance, mais par préparation. La nuit précédant son vol, elle a fait ses bagages calmement. Pas de larmes, pas d'hésitation. Elle écoutait de la musique tout en pliant ses vêtements. À un moment donné, elle m'a demandé si elle allait me manquer. Je lui ai répondu que la version d'elle qui respectait ses engagements me manquerait. Le matin de son départ, je l'ai conduite à l'aéroport de San Francisco, SFO. Le trajet s'est fait en silence. Elle parcourait les messages de cet homme, souriant à son téléphone. Sur le trottoir, elle m'a embrassé brièvement, en disant que je comprendrais quand j'arrêterais de penser, petit. Puis, elle est entrée dans le terminal sans se retourner. Je suis rentré seul à la maison. Et je ne l'ai pas appelée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à faire des recherches sur l'homme avec qui elle pensait traverser l'océan pour construire une vie. Et plus je cherchais, moins il existait. Au moment où je l'ai déposé et que je l'ai regardé entrer dans le terminal, j'ai pris une décision qui semble probablement froide. J'ai bloqué son numéro avant même d'atteindre l'autoroute. Pas par colère, mais par souci de clarté. Je lui avais dit que monter dans cet avion signifiait la fin du mariage. Je ne fais pas ce genre de déclaration pour l'effet de style. Si je laissais la communication ouverte, cela brouillerait une limite que j'avais déjà fixée. Au moment où elle se trouvait quelque part au-dessus d'eux. L'Atlantique, il n'y avait plus de ligne directe entre nous. Quand je suis rentré, l'appartement semblait différent. Pas dévasté, mais simplement dépouillé. J'ai traversé chaque pièce une fois, faisant un inventaire mental. La plupart des meubles avaient été achetés en commun. Rien d'irremplaçable. Le bail avait encore 4 mois à courir. Je pouvais l'assumer seul, si nécessaire. Puis, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai commencé à faire des recherches sur Adrian. Son nom, selon Linda, était Adrian Keller. La fin de la trentaine. Fondateur. Dans la tech. Ayant récemment revendu son entreprise, il investissait désormais dans des startups européennes basées à Barcelone. Pour quelqu'un qui était censé avoir bâti et vendu une société, il n'avait presque aucune trace vérifiable. L'entreprise qu'il prétendait avoir fondée existait bel et bien, mais, le fondateur enregistré dans les archives publiques portait un nom totalement différent, possédait un parcours académique distinct, et suivait une chronologie de carrière qui ne correspondait absolument pas. J'ai vérifié plusieurs sources pour m'assurer que je ne confondais pas des holdings ou des filiales.
Le profil LinkedIn d'Adrian semblait soigné, mais vide. Moins de 100 relations, et très peu d'activités. Un historique d'emploi qui ne remontait qu'à quelques années, malgré ses prétentions à une longue carrière. La photo de profil semblait être celle d'un professionnel, mais elle était générique. Une recherche d'image inversée a renvoyé vers un portfolio de photographies de stock, mettant en scène un mannequin presque identique. Ce n'était pas une petite incohérence. À ce stade, il ne s'agissait plus d'une trahison, mais de toute autre chose. J'ai pris des captures d'écran, j'ai archivé les pages, non pas parce que j'avais l'intention de confronter qui que ce soit immédiatement, mais parce que les preuves comptent. Les dates comptent. Les affirmations comptent. Si Linda venait de traverser l'océan pour rejoindre un fantasme, les conséquences allaient être bien réelles. Et j'avais le pressentiment que la réalité allait la rattraper plus vite qu'elle ne le pensait. Je m'attendais à une réaction quelconque dans les premières 24 heures. Non pas de sa part directement, puisque j'avais fermé cette porte. Je m'attendais à quelque chose d'indirect, un email, un appel d'un numéro inconnu, ou un message via l'un de nos amis communs me demandant pourquoi. J'étais soudainement devenu silencieux. Rien n'est venu. Ce qui s'est passé a été plus discret. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification automatique de notre compte de dépenses commune. Un transfert avait été effectué depuis le compte personnel de Linda, un montant plus élevé que d'habitude, représentant presque 3 fois sa contribution mensuelle typique. Cela a attiré mon attention. Je me suis connecté et j'ai examiné l'historique des transactions. L'horodatage du dépôt correspondait approximativement à l'heure où elle aurait dû atterrir à Barcelone. Cela suggérait qu'elle avait toujours accès à ses comptes bancaires, et qu'elle n'avait pas été immédiatement piratée, mais le montant n'avait aucun sens si elle prévoyait de déménager définitivement. Pourquoi suralimenter un compte joint lié à un appartement qu'elle venait d'abandonner? Je n'ai pas fait de conjecture. J'ai continué à surveiller. Plus tard dans l'après-midi, j'ai consulté le compte Instagram public qu'elle utilisait pour son réseau professionnel. Elle avait posté une photo de la silhouette de Barcelone, prise depuis ce qui ressemblait au balcon d'un hôtel. La légende parlait de choix audacieux, et d'embrasser son destin. Les commentaires étaient prévisibles. Tu mérites cela. Tellement fier de toi. Poursuis tes rêves. Aucune trace d'Adrian sur la photo. Aucune localisation précise au-delà de la ville. J'ai zoomé sur le reflet de la porte vitrée, derrière elle. Aucune deuxième silhouette. Aucun signe évident de la présence de quelqu'un d'autre dans la chambre. En soi, cela ne voulait rien dire, mais cela renforçait le schéma que j'avais en tête. Ce soir-là, une autre alerte de transaction est apparue. Un virement international important, depuis son compte personnel vers une banque basée en Espagne. C'était nouveau. Je ne pouvais pas voir le destinataire exact. Seulement la destination du routage. Mais le timing était précis, moins de 6 heures après son arrivée. À ce moment-là, la structure de cette soi-disant vie de rêve a commencé à paraître moins romantique, et beaucoup plus transactionnelle. S'il était riche et avait tout réservé, pourquoi effectuait-elle des virements quelques heures seulement après avoir atterri? Je n'ai pas paniqué. Je ne suis pas intervenu. J'ai documenté les montants et les dates. Car si c'était bien ce que je pensais, l'effondrement avait déjà commencé. Et cela n'allait pas être subtil. Le deuxième virement international a eu lieu le lendemain matin. Montant différent. Même pays de destination. À ce stade, j'ai cessé de voir cela comme une erreur romantique, et j'ai commencé à le voir comme une escroquerie. J'ai ressorti les captures d'écran que j'avais prises du profil d'Adrian, et j'ai relu les structures de ses messages. Il y avait un thème récurrent dans les fragments que Linda m'avait montrés avant de partir, opportunité d'investissement.
Problème de liquidité à court terme. Restriction temporaire de compte, due à une acquisition en cours. À l'époque, elle présentait cela comme un accès privilégié. Elle disait qu'il lui faisait assez confiance pour l'impliquer dans la logistique financière. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi un homme qui venait de vendre une entreprise aurait besoin d'aide pour couvrir des décalages de trésorerie. Elle m'avait répondu que je ne comprenais pas comment fonctionnait la finance internationale. Je comprends les flux de trésorerie. Je gère des projets de plusieurs millions de dollars. Si quelqu'un a réellement quitté une entreprise avec succès, ses liquidités ne se règlent pas par des virements provenant d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée en personne. Cet après-midi-là, quelque chose a changé publiquement. Les stories Instagram de Linda ont disparu. Elles n'étaient pas supprimées, mais archivées ou cachées. Son profil LinkedIn, qu'elle avait mis à jour de manière obsessionnelle dans les semaines précédentes. Son départ est devenu silencieux. Plus de messages inspirants. Plus de commentaires sur les transitions audacieuses. Vers 20h, heure du Pacifique, ce qui correspondait au petit matin à Barcelone, j'ai reçu un email de son compte personnel. L'objet disait « Peux-tu m'appeler ?» Le corps de l'email ne contenait qu'une phrase « Mon téléphone dit que ton numéro est indisponible. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai vérifié à nouveau le compte bancaire commun. Un troisième transfert, plus important que les deux premiers réunis. C'est à ce moment-là que la structure s'est entièrement révélée. Ce vers quoi elle s'était envolée n'était pas un fondateur charismatique l'attendant à bras ouverts. C'était un mécanisme conçu pour extraire de l'argent rapidement et efficacement, avant que la cible ne se stabilise. Le sourire narquois qu'elle m'avait lancé sur le trottoir m'est revenu en mémoire. Pas avec colère, mais avec une grande clarté. Elle avait cru améliorer sa vie. Maintenant, elle finançait l'illusion. J'ai attendu 1 heure de plus avant de répondre à son email. Court, direct, que s'est-il passé? Elle a répondu en 3 minutes. Le ton était différent. Plus d'assurance, plus de supériorité, juste de l'urgence. Elle a expliqué qu'Adrian ne s'était pas présenté à l'aéroport. Il lui avait envoyé un SMS disant qu'il y avait un problème de dernière minute, lié à une réunion réglementaire. Il lui avait dit de prendre un taxi jusqu'à l'hôtel, et qu'il l'y rejoindrait plus tard dans la soirée. Il ne l'a jamais fait. Selon son email, il avait appelé une fois, depuis un numéro avec un indicatif espagnol. Il avait l'air pressé. Il lui a dit qu'il y avait eu un gel temporaire sur l'un de ses comptes professionnels, en raison d'examens de conformité liés à une acquisition en cours. Il a dit qu'il avait besoin de son aide pour faire le pont sur un transfert, afin qu'une transaction ne s'effondre pas. Elle a envoyé l'argent. Il a dit que c'était temporaire. Il a dit qu'il la rembourserait intégralement une fois le gel levé. Il a dit que c'était la preuve qu'elle était différente des autres femmes. Qu'elle était une véritable partenaire. Au moment où elle m'écrivait, elle n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis 9 heures. Son WhatsApp ne montrait qu'une seule coche grise. Son profil LinkedIn avait disparu. Le site web de l'entreprise, qu'elle m'avait montré des semaines plus tôt, redirigeait désormais vers une page blanche. Elle disait avoir essayé d'appeler la réception de l'hôtel pour demander si quelqu'un nommé Adrian s'était enregistré ou avait laissé un message. Ils lui ont répondu que personne de ce nom n'était enregistré. Elle a terminé son email. Je pense que quelque chose ne va pas. Je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai vérifié à nouveau le moment des transferts. 3 virements en moins de 36 heures. Chacun étant plus élevé que le précédent. Un schéma d'escalade classique. Créer l'urgence. Instaurer la pression. Récompenser la coopération par des éloges.
Puis, disparaître. J'ai répondu par une seule question, combien? Sa réponse a pris plus de temps, cette fois. Quand elle est arrivée, c'était un chiffre qui m'a serré la poitrine. Pas par chagrin, mais par l'ampleur pure de la somme. C'était presque la totalité de ses économies. Elle a écrit qu'elle pensait que c'était temporaire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me le dire avant, parce que je ne comprendrais pas. Elle avait raison sur un point, je comprenais. Mais pas de la manière dont elle l'entendait. Le montant qu'elle a envoyé était de 182 000 $. Ce n'était pas de l'argent commun. C'était ses économies personnelles. Ses bonus en actions. Ses primes de performance. De l'argent dont elle avait parlé pour, éventuellement, lancer son propre cabinet de conseil. Disparu en moins de 2 jours. Son email suivant était plus long. Elle disait qu'Adrian avait cessé de répondre totalement. Son compte WhatsApp n'était plus actif. Le profil LinkedIn s'était volatilisé. Le site de l'entreprise ne menait plus à rien. Elle a écrit qu'elle s'était rendue dans un commissariat à Barcelone pour déposer une plainte. Elle a écrit qu'elle essayait de contacter sa banque pour faire annuler les virements. Puis, elle a ajouté qu'elle avait besoin d'aide pour savoir quoi faire ensuite. J'ai lu cette phrase 2 fois. 4 jours plus tôt, elle m'avait dit de m'y faire. Elle avait souri avec mépris quand j'avais dit que le mariage serait fini si elle montait dans cet avion. Elle m'avait présenté comme quelqu'un d'étroit d'esprit, pour avoir osé remettre en question un homme qu'elle n'avait jamais vu. Maintenant, elle était seule. Dans une chambre d'hôtel, financièrement dévastée, et cherchait soudainement de la structure. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai réfléchi à ce que mon implication signifierait. Si j'intervenais pour la guider dans la récupération de ces fonds frauduleux, je réintégrerais une dynamique où je stabilise un chaos qu'elle a délibérément créé. J'avais déjà tracé une ligne à l'aéroport. 1 heure plus tard, un autre email est arrivé, je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, parle-moi. C'était là. Pas du remords pour être parti. Pas la reconnaissance de son manque de respect. Juste de la panique face aux conséquences. Cela a tout clarifié. Je n'ai pas rédigé de longues réponses. Je n'ai pas donné d'instructions. Je n'ai pas apporté de réconfort. J'ai bloqué son adresse email. Ensuite, je l'ai bloquée sur toutes les plateformes restantes par lesquelles elle pouvait me joindre. Ce n'était pas impulsif. C'était cohérent. Elle a choisi de mettre fin au mariage lorsqu'elle est montée dans cet avion. La fraude n'a pas annulé cette décision. Elle n'a fait qu'exposer la qualité de son choix. Pour la première fois depuis son départ, la situation semblait propre. Pas satisfaisante, juste définitive. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces. Non pas parce que j'étais ému, mais parce que les délais sont importants. En Californie, il y a une période d'attente obligatoire. Une fois que les papiers sont déposés, plus tôt l'horloge commence à tourner. Plus tôt le processus se termine. J'ai expliqué la situation en termes neutres, conjoint ayant quitté le pays. Pour poursuivre une autre relation, perte financière indépendante et significative subie à l'étranger, communication rompue. L'avocat n'a pas eu l'air surpris. Il a demandé s'il y avait des actifs partagés, au-delà des biens ménagers de base. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun investissement commun, en dehors du bail de l'appartement et d'un modeste compte chèque joint. Il m'a conseillé de déposer la demande immédiatement, et de documenter la data laquelle elle avait physiquement quitté la résidence conjugale. Heureusement, j'avais les captures d'écran de la confirmation de vol, et l'horodatage du jour où je l'avais déposée à l'aéroport de San Francisco. Cet après-midi-là, je l'ai officiellement engagée. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal d'un
Numéro international inconnu. Je n'ai pas répondu. Un SMS de suivi est arrivé avant que je ne puisse le bloquer. C'était Linda. Elle écrivait que sa banque avait gelé le reste de son compte en attendant l'enquête. Elle écrivait que son séjour à l'hôtel avait été prolongé sur sa carte de crédit, mais qu'elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir. Elle écrivait qu'elle essayait de modifier son vol, mais que le prix des billets avait grimpé en flèche. Il n'y avait aucune réflexion sur ce qui l'avait mené là. Juste des mises à jour logistiques. J'ai transféré le message vocal et le SMS à mon avocat, en lui demandant quelle était la suite. Il a recommandé de lui signifier les papiers du divorce dès son retour aux États-Unis. Il a également précisé que ses pertes financières personnelles étaient juridiquement distinctes, puisque les transferts provenaient de son compte individuel, après qu'elle eut effectivement quitté le domicile conjugal. C'était important. Ce soir-là, j'ai transféré ma part des dépenses communes du dernier mois sur le compte joint, et j'ai lancé les démarches pour le fermer à la fin du cycle de facturation. Une séparation nette. 3 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation via un service d'alerte de vol qu'elle avait réservé un billet de retour. Elle était partie à Barcelone pour rencontrer l'homme de ses rêves. Elle revenait seule, financièrement exsangue, et sans la certitude qu'elle affichait en passant la sécurité de l'aéroport. L'effondrement n'était plus théorique. Il était programmé pour atterrir. Elle a atterri un jeudi soir. Je ne suis pas allé à l'aéroport. Vers 21h, on a frappé à la porte de l'appartement. Je savais déjà que c'était elle. Le système d'entrée de l'immeuble avait enregistré sa tentative de code d'accès. Son nom figurait toujours sur le bail, donc, légalement, elle pouvait entrer. J'ai ouvert la porte, je me suis écarté, et je l'ai laissé faire rouler ses valises à l'intérieur. Je n'ai pas demandé comment s'était passé le vol. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé. Je n'ai pas invité à la conversation. L'appartement avait un aspect différent de celui qu'il avait à son départ. J'avais réorganisé le salon, retiré ses photos encadrées, et emballé son matériel de bureau ainsi que sa décoration personnelle dans des boîtes étiquetées, empilées soigneusement près de la deuxième chambre. Pas par méchanceté, mais par esprit de transition. Elle est restée là un moment, comme si elle attendait quelque chose de ma part, une ouverture, une question, une réaction. Je ne lui en ai donné aucune. Je lui ai dit que la chambre d'amis était libre. Et que ses affaires y étaient organisées. Je lui ai dit que le compte chèque commun serait fermé à la fin du cycle de facturation. Je lui ai dit que la procédure de divorce était en cours, et qu'elle recevrait bientôt une signification formelle. Tout cela a été dit d'un ton égal. Elle a tenté de commencer à s'expliquer. J'ai levé la main légèrement, et j'ai dit que je n'étais pas intéressé par une autopsie de la situation. La séquence des événements était déjà claire. Elle a dit qu'elle devait réfléchir à la suite. Je lui ai répondu que c'était sa responsabilité. Il n'y avait aucune hostilité dans mon ton, juste un détachement total. Elle a demandé si nous pouvions au moins discuter de ce que cela signifiait pour nous. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de « nous » à analyser. Elle avait mis fin au mariage au moment où elle était montée dans l'avion. La fraude n'avait rien changé à cela. Elle n'avait fait que clarifier le résultat. Le silence s'est installé dans le couloir. Pendant des mois, elle avait parlé avec certitude du fait qu'elle méritait mieux, qu'elle avait dépassé le stade de la stabilité. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui avait fait une erreur de calcul, et qui s'attendait à ce que le système se réinitialise. Mais il ne se réinitialise pas. Je suis allé dans la chambre principale et j'ai fermé la porte. À partir de ce moment-là, nous avons fonctionné comme deux locataires terminant un bail. Pas de repas partagés, pas de conversation commune, pas de débriefing sur Barcelone. Le rêve qu'elle avait poursuivi s'était dissous,
et j'étais déjà passé à autre chose, sans avoir besoin d'en entendre les détails. Les semaines suivantes furent procédurales. Elle restait dans la deuxième chambre. Je restais dans la principale. Nous coordonnions nos horaires de salle de bain comme des collègues travaillant sur des quarts différents. La communication se limitait à la logistique concernant les services publics et la date de fin du bail. Je n'ai pas posé de questions sur l'enquête concernant son argent. Je n'ai pas cherché à savoir si la banque avait récupéré quoi que ce soit. Ce chapitre était séparé du mien. Elle passait la plupart de ses soirées sur son ordinateur, s'occupant probablement des services de lutte contre la fraude et des réclamations d'assurance. Parfois, je l'entendais au téléphone, parlant d'un ton contrôlé, soumis. Très différent de l'assurance qu'elle affichait avant. Barcelone. Les papiers du divorce ont été signifiés 2 semaines après son retour. Elle ne les a pas contestés. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique. Pas de révélation de dernière minute. Pas de plaidoyer pour une réconciliation qui m'aurait forcé à un dilemme émotionnel. Le dilemme avait eu lieu à l'aéroport. Une fois le bail expiré, j'ai emménagé dans un appartement plus petit, plus proche de mon bureau. Trajet plus simple, loyer moins élevé, moins de souvenirs. Elle s'est installée chez une amie à l'autre bout de la ville. Je l'ai appris indirectement, par une notification de changement d'adresse liée à une dernière facture d'électricité. Quant à l'argent, j'ai fini par apprendre via une connaissance commune qu'une infime fraction seulement avait été récupérée. La majeure partie avait été transférée à travers de multiples comptes internationaux, quelques heures seulement après ces virements. C'est ainsi que ces opérations fonctionnent. Urgence, exclusivité, levier émotionnel. Ce qui me frappe, ce n'est pas la fraude elle-même. C'est la facilité avec laquelle elle a écarté une réalité vérifiable, au profit d'un fantasme mis en scène. Les registres publics existaient. Les incohérences étaient évidentes. Mais l'histoire qu'il racontait correspondait à la manière dont elle voulait se voir, ambitieuse, choisie, élevée. Je n'ai pas perdu d'argent. Je n'ai pas perdu ma stabilité. Ce que j'ai perdu, c'est l'illusion que nous construisions quelque chose de solide. Quand elle m'a dit de m'y faire, c'est ce que j'ai fait. Je m'y suis fait en m'écartant. Parfois, la réponse la plus propre au manque de respect n'est ni la vengeance, ni l'argumentation. C'est une sortie silencieuse. Elle a poursuivi un rêve qui n'était pas réel. Ce faisant, elle a prouvé quelque chose de très réel concernant notre mariage. Et une fois que j'ai vu cela clairement, il n'y avait plus rien à débattre.